rendez-vous le plus tentateur des lycéens qui révisent le bac. Le tournoi de Roland-Garros s'invite en ce printemps finissant, une compétition que les fans de tennis vont pouvoir regarder d'un œil neuf, car si sur le court rien ne change, Rafael Nadal est une nouvelle fois archi-favori, en dehors, tout a bougé, ou presque. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous emmène dans les coulisses du Grand Chelem qui veut rester l'égal de Wimbledon, de l'US Open et de l'Open d'Australie. Nous sommes le vendredi 10 mai. À 15 jours de l'ouverture du tournoi, Roland-Garros se prépare. Il y a un frémissement. Des ouvriers démontent un échafaudage. D'autres manient la perceuse. Un employé a démarré le grand nettoyage de printemps à Grandes Eaux. Le site est encore en travaux. Tout ne sera pas terminé pour l'ouverture du tournoi, mais le public devrait pouvoir se concentrer sur l'essentiel, les matchs. Dans le sillage d'un groupe de journalistes, j'entame la visite avec Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de tennis, et de Gilles Jourdan, responsable des opérations de modernisation du site. Depuis 2011, Roland-Garros a entamé sa mue. Il pousse les murs. Avec seulement 8 hectares et demi dévolus à la petite balle jaune, le tournoi parisien a des airs de Lilliputien face aux 18 hectares de Wimbledon ou de Flushing Meadows. Il fallait mettre le paquet, comme le reconnaît Jean-François Villotte de la FFT. C'est la première fois que le cours Simone Mathieu dans le jardin des Serres d'Auteuil sera joué pendant le tournoi. Donc c'est une grande novation pour le public et pour les joueurs et pour l'organisation du tournoi. La deuxième novation, c'est le Philippe Chatrier qu'on va aller visiter dans un instant, qui a été arasé puis reconstruit entre le tournoi 18 et 19. Après le tournoi 19 et avant le tournoi 20, le toit rétractable va être posé, mais le Philippe Chatrier est maintenant en l'état de le recevoir, notamment grâce à la pose des éléments de charpente métallique. Il y a le poids d'une demi-tour Eiffel qui est aujourd'hui dans ce Philippe Chatrier pour accueillir les 11 ailes du futur toit, chacune des ailes pesant 350 tonnes. Donc il fallait absolument renforcer tout ce qui était charpente du Philippe Chatrier. Donc la deuxième nouveauté, c'est donc le Philippe Chatrier, qui donnera une impression visuelle très différente aux spectateurs avant même la pose du toit. Et puis la troisième nouveauté, c'est autour du cours 14, les 4 nouveaux cours qui vont être joués en compétition cette année, avec un aménagement paysager qui va donner aux spectateurs une vision tout à fait différente du tournoi, puisque même sans être assis au bord des annexes, les spectateurs en déambulant verront le tennis se jouer pendant le tournoi. La petite troupe se dirige à présent vers le cours Suzanne Lenglen. À droite, le futur visiteur surplombera les cours 12 à 18. Sur l'un d'eux, une jeune femme tape frénétiquement dans la balle en direction de son entraîneur installé à la volée. Une ouverture voulue par Gilles Jourdan. Et ici, vous avez 4 autres cours annexes de compétition. Donc avec la particularité, c'est quand on s'élève ici, on se balade et on est au-dessus des cours. Avant, les cours étaient enfermés, cloisonnés, pour que les joueurs... les joueurs étaient habitués à jouer dans des trucs un peu cloisonnés. Maintenant, ils sont habitués à jouer un peu plus dans le bordel, donc ils acceptent. Et donc c'est un peu plus sympa pour tout le monde, parce que vous voyez 2 cours à la fois, ou vous passez de l'un à l'autre plus facilement, plus sympa. On déambule plus facilement. Plus loin, 2 jeunes hommes s'affrontent amicalement. Il fait beau, on surplombe les terrains, mais le regard est immédiatement attiré vers le joyau du site, le cours Philippe Chatrier. Les ouvriers travaillent pour rendre la mariée un peu plus belle avant le grand jour. Vous voyez par exemple le garde-corps qui est gris là. Oui. Derrière il y a un garde-corps métallique de chantier. Donc on l'a coffré, on a mis une toile. Voilà. Donc ça pendant le tournoi, ça sera comme ça. Donc il n'y aura pas les fils et les câbles qui pendent et les machins. On va cloisonner un peu plus. Là vous allez voir sur cette façade-là, il y a des grandes cloisons en bois qui ont été présentées et qui vont être habillées. Je pénètre enfin dans le bâtiment, direction les gradins. Les sièges sentent le neuf. Sur le cours, la terre battue semble attendre les glissades spectaculaires de mon fils, ou le rituel de Nadal, toujours le même avant de servir. Les filets ne sont pas encore installés. Un peu partout, des ouvriers s'affairent en attendant le jour J.
C'est le moment de faire une pause dans la visite. Je m'installe sur l'un des sièges. Il est plus confortable que je ne le pensais. Gilles Jourdan me rejoint. Ce chantier, c'est un peu son bébé. Je sens dans son regard une grande fierté du travail accompli face à ce chantier titanesque. On a tout repensé et tout refait, à part le cours Suzanne Anglaine qui lui quand même est modernisé aussi en même temps que la modernisation du reste. Le Suzanne Anglaine va être connecté comme le reste. La cosmétique a été changée, les sièges ont été changés, mais tout le reste autour est modifié de A à Z. Voilà, tout a été repensé en termes de flux, de fonctionnement, de localisation des espaces. Voilà, et c'est un projet donc, qui a duré une dizaine d'années. Un gros projet, et j'imagine beaucoup de travail. Bon, écoutez, ça fait partie c'est un travail intéressant pour tout le monde. De faire un nouveau stade, c'est très gratifiant et très sympa. Que ce soit pour les entreprises, l'ouvrier qui travaille ici, je veux dire, il est content de travailler ici parce qu'il fait un truc qui se verra après dans le monde entier. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Ça a été un challenge important, c'était compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le phasage. Parce que voilà, on fait le tournoi chaque année dans le stade pendant les travaux. On ne peut pas mettre le petit panneau à l'entrée du stade fermé pour cause travaux. C'est pas possible. Et donc la complication, c'est effectivement de planifier les travaux sur une durée importante et de rentrer dans les clous pour qu'on puisse accueillir chaque année notre tournoi. Donc c'est ça qui était le plus compliqué. Et la deuxième chose compliquée, c'est que comme les travaux durent longtemps, le projet est imaginé en 2011 et il va se finir en 2021, il y a des choses qui changent en 10 ans, en termes de technique, technologie. Et donc il faut s'adapter par rapport à un projet auquel on a pensé en 2011. Mais en 2017, c'est pas pareil. Donc il faut s'adapter. Un exemple tout à fait simple, par exemple, en 2011, les éclairages des cours, c'est de la lumière chaude. Il n'y a plus de lumière chaude, maintenant tout est en LED. Donc il faut rediscuter, réétudier, réimplanter, repasser des marchés. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est une deuxième complication, le planning et la longueur du projet. Et ce qui est important, c'est le tennis, le lieu. Ça aussi, c'était important, il fallait le préserver. Ah bah ça c'est sûr, on ne construit pas sans essayer de conserver l'identité de notre stade et d'espérer que ce qu'on se construit va être adapté au nouveau sport, à la modernisation du tennis dans le monde, mais conserver aussi notre identité, notre image. Par exemple, quand on casse le 2, on se dit tiens, le 2 c'était un cours formidable parce que c'était un cours où en fin de journée, les têtes de série éventuellement tombaient, c'est là où ça se passait, quoi. C'était amusant jusqu'à 9h30 du soir. Je me suis dit mais on va casser le 2, donc on construit le 14, est-ce que ça va se passer pareil? C'est ça le truc. Et bonne surprise l'année dernière, le 14, qui était l'année dernière le 18 en termes de numérotation, le 14, il a vachement bien fonctionné, quoi. Il y a eu des matchs formidables, les joueurs l'adoraient, il y avait une bonne ambiance. Donc c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, comment on sent, comment on vit là-dedans. Le central, j'espère qu'il va vibrer autant qu'avant, quoi. Je pense qu'il va vibrer plus même. Roland-Garros devait évoluer pour rester parmi les plus grands tournois du monde. Je crois que oui, d'une part pour rester parmi les plus grands tournois du monde, parce que les autres, pareil, ils font des investissements, ils transforment, mais je crois qu'on devait évoluer tout simplement parce qu'on a un stade qui était vieillissant. Et le stade, il n'y avait pas des énormes travaux depuis une trentaine d'années. Vous n'avez plus de stades sportifs en France qui ont 30 ou 40 ans, ça n'existe pas. Ça. Ils ont tous été reconstruits. Voilà. Donc pourquoi ils sont reconstruits, pourquoi ils ont besoin? Parce que techniquement, ils ont besoin, tout simplement, parce que la technologie, les règles de sécurité changent, il faut s'adapter. Les gens, pourquoi on fait des gradins plus profonds et des sièges plus larges? Parce que les gens, ils ont pris 20 cm, ils sont plus grands, les gens sont plus grands, donc ils ne peuvent plus mettre leurs genoux. Donc, c'est des choses toutes simples. Et donc vous êtes obligé de toute façon de modifier. Les voitures de 1950, elles marchent bien, mais enfin bon, elles sont moins sécurisées que celles de 2020. Puis il y a vraiment quelque chose d'important dans ce nouveau Roland-Garros, ici au cours Châtrier, où on enregistre, c'est ce toit. Alors le toit, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouveauté importante, c'est une façon de vivre qui est importante. Il va falloir le gérer. On le ferme comment, on l'utilise comment. Donc ça, c'est en cours de réflexion, parce qu'il sera opérationnel que l'année prochaine. Voilà, mais c'était un bien nécessaire d'abord pour les médias. C'est compliqué de dire aux télévisions du monde entier, vous mettez des dessins animés parce qu'il pleut, quoi. C'est pas possible. Donc priorité, c'est ça. C'est compliqué aussi pour les joueurs. Le mec qui fait une finale, il revient le lendemain, ils ont fait un set. Enfin bon, ça devient difficile. Pour les matchs importants, c'est difficile. Donc c'est une nécessité. C'est compliqué pour le public d'attendre pendant 3h30, 4h si on recommence. Donc ça va nous permettre au moins de balayer un peu toutes ces choses-là. Et c'est important de l'avoir, oui.
On l'a compris en écoutant Gilles Jourdan, il a fallu 10 ans de labeur pour que se crée le nouveau Roland-Garros. Ça n'a pas été simple. On peut même dire que la terre battue était semée d'embûches. Et ce n'est pas Elsa Dichary, journaliste aux Échos, qui va me contredire. Dès 2011, la Fédération française de tennis avait décidé d'agrandir et de rénover son stade de la Porte d'Auteuil. En 2013, le Conseil de Paris valide le projet. Et à partir de là, la Fédération est plutôt confiante. Elle se dit qu'en 2016, les travaux seront terminés. Ça se passe pas tout à fait comme ça. D'abord parce que les concertations avec les riverains traînent en longueur. Les riverains s'inquiètent notamment de la surélévation du cours Philippe-Chatrier, le cours central, qui doit être relevé de 18 à 31 mètres de hauteur. Et puis, certains défenseurs du patrimoine et de l'environnement sont vent debout contre le projet. Pourquoi ? À cause du projet de créer un cours semi-enterré de 5000 places dans le jardin des Serres d'Auteuil. Le jardin des Serres d'Auteuil, c'est un jardin très ancien. Les serres y ont été construites un peu plus tard, au XIXe siècle. Et donc, ces associations, ainsi que les descendants de Jean-Camille Formigé, qui est le concepteur des serres, ne veulent absolument pas que le stade empiète sur ce jardin et redoutent la destruction d'une partie des serres. La Fédération et la mairie de Paris disent pas du tout. On va détruire uniquement des serres techniques qui sont des serres modernes. Donc s'ensuit tout un feuilleton judiciaire et il va falloir attendre 2018 pour que la justice donne définitivement raison à la mairie de Paris et à la Fédération française de tennis. Alors les concepteurs du nouveau Roland-Garros ont d'ailleurs voulu faire un clin d'œil à ces serres. Oui, tout à fait. Le nouveau cours des Serres d'Auteuil, qui a été baptisé Simone Mathieu, du nom d'une ancienne résistante et ancienne championne de Roland-Garros, en fait, est entouré de serres et entouré de plantes. C'est-à-dire que les joueurs seront pratiquement au milieu alors pas d'une forêt tropicale, mais voilà, au milieu des plantes. Ils vont jouer dans la verdure. C'était inimaginable pour le tournoi de quitter Paris ? Ça l'était pas, ça a même été envisagé. En 2010, 3 villes s'étaient portées candidates pour accueillir le tournoi, 3 villes de banlieue, Versailles, Gonesse et Marne-la-Vallée. Donc il y avait des projets bien ficelés. Et finalement, la fédération a fait le choix, en février 2011, de rester à Paris. Pourquoi ? Alors, il y a d'abord un sujet affectif, on peut dire. Le tournoi, historiquement, s'est tenu à Paris. C'est là qu'il y a eu tous les grands moments de Roland-Garros, notamment la victoire en 1983 de Yannick Noah. Et puis, il y avait des raisons financières. À l'époque, le budget pour rester à Paris était environ 2 fois moins cher que le budget pour aller à Versailles. Donc évidemment, ça a pesé dans la balance. Et enfin, le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, a mis tout son poids dans la balance pour conserver le tournoi. Il a proposé à la fédération un bail amphithéotique de 99 ans. Il a consenti à limiter la hausse des redevances que la fédération verse à la ville. Et donc évidemment, ça a pesé dans la décision. Est-ce que ce tournoi du Grand Chelem, c'est une manne, j'imagine, pour Paris ? Alors, en 2010, on évaluait à 300 millions d'euros pour Paris et sa région les retombées du tournoi. Mais il y a autre chose qui a joué. Il faut se souvenir que Paris avait perdu face à Londres l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 et il était hors de question pour elle de perdre aussi Roland-Garros. Avec 300 millions de retombées, Paris vaut bien des travaux. Justement, vous vous demandez peut-être combien ça a coûté et qui va payer. Les journalistes aussi, et Jean-François Villotte et Gilles Jourdan ne pouvaient pas échapper à la question. Donc voilà, centre national d'entraînement, 30 millions. Jean Bouin, 10 millions. Bâtiment des Meulières, c'est-à-dire dans le jardin des Serres, le bâtiment qu'on couvrait tout à l'heure, 10 millions. Le cours Philippe-Chatrier, 160. Le triangle historique, dans tout ce qui concerne l'ancien Roland-Garros sans le Chatrier, 100 millions. Les aménagements extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est VRD, jardin, plantation, etc., 15 millions. Il y a un peu de technologie, le SI numérique, 20 millions de SI. Quand vous voulez connecter un stade, il y a un peu de technique à mettre en place. Et puis, il y a toujours des divers dans un budget, il y en a à peu près pour 15 millions. Donc un financement sans aide publique, la moitié un emprunt bancaire et la moitié un autofinancement fédéral en raison des réserves qui ont été constituées sur les marges du tournoi. Voilà. C'est 1,5 milliard d'euros qui ont été investis dans ce stade en 10 ans sur fonds fédéraux.
Les travaux seront achevés en 2021 et auront donc coûté 380 millions d'euros. C'est un sacré investissement pour la FFT, mais le jeu en vaut la chandelle. Car on le disait, la concurrence fait rage entre les grands chelems. Roland-Garros dispose donc de balles neuves pour 2019 pour reprendre le titre de l'article de Romain Guignot consacré à l'antre du tennis parisien dans les Échos Week-end. Romain est chef d'info aux échos.fr et je lui ai demandé ce que Roland-Garros a de particulier. En fait, Roland-Garros a toujours été un tournoi un peu à part dans le Grand Chelem. Pour la surface notamment, c'est le seul Grand Chelem sur terre battue. La surface la plus ancienne et la plus noble, comme a coutume de dire Guy Forget, le directeur du tournoi. Donc pour ça, il est un peu à part, mais surtout, il est à part parce que c'est le plus petit des tournois du Grand Chelem, le plus petit des 4 tournois du Grand Chelem, en termes de surface. Avant la récente transformation que vous avez décrite, le stade de Roland-Garros s'étendait sur à peine plus de 8 hectares. C'est en gros 2 à 3 fois moins grand que l'Australian Open, l'US Open et Wimbledon. Là-dessus, il y a une vraie différence. Et c'est aussi et surtout aujourd'hui le seul tournoi du Grand Chelem à ne pas encore avoir de cours doté d'un toit rétractable. Vous savez, un toit qui permette, en cas d'intempérie, de couvrir le court et de continuer les matchs. Ce sera le cas donc l'an prochain, pour l'édition 2020. Mais c'est en revanche le cas pour les autres tournées Grand Chelem. C'est déjà le cas depuis quelques années pour 1, 2, voire 3 cours. Effectivement, il y a aujourd'hui un problème de circulation, de fluidité du trafic pour les spectateurs. Pour les joueurs aussi, quand ils doivent passer d'un cours au centre d'entraînement ou au village, il n'est pas rare de croiser les joueurs qui sont du coup accompagnés de gardes du corps et ça crée toujours un peu des mouvements de foule parce que si on voit passer Rafael Nadal, si on voit passer Novak Djokovic, effectivement, on a envie de les accompagner. Donc il y a pu avoir certains problèmes en termes de circulation du public parce qu'il y a beaucoup de cours sur un espace assez restreint. Et justement, donc, l'objectif de la transformation du stade, c'était aussi et surtout d'apporter plus de confort pour les spectateurs, pour les joueurs, pour tous ceux qui travaillent dans le stade. Et donc, à l'issue de ces travaux, on va compter, par exemple, on comptera 18 cours au total dans le stade, donc sur une surface d'environ 10 hectares, alors qu'auparavant, on avait 20 cours sur une surface d'un peu plus de 8 hectares. Donc, on va gagner en espace et donc en confort. Plus que Wimbledon, dont on parle souvent, le modèle à suivre, c'est plutôt l'Open d'Australie ? Je sais pas si c'est le modèle à suivre. En tout cas, c'est le tournoi qui est un peu à la mode depuis quelques années. Il est à la mode chez les joueurs, notamment parce que les dotations des prize money ont beaucoup augmenté. C'était environ 200% en 10 ans. C'était le moins bien doté auparavant. Ça reste le moins bien doté, mais voilà, il a clairement rattrapé son retard. Et c'est aussi très apprécié des spectateurs parce qu'ils ont réussi en Australie à en faire un événement un peu festif. Il peut y avoir des concerts, c'est un tournoi où il y a beaucoup d'espace, mais il y a beaucoup d'activités et il y a parfois certains peuvent même critiquer en disant que ça ressemble presque plus à un parc d'attractions qu'à un tournoi du Grand Chelem de tennis. Parce qu'on va avoir une compétition de jeux vidéo, je crois qu'il y a une tyrolienne aussi sur le site. Il y a plein d'activités très diversifiées qui en font aujourd'hui un événement très festif où on parle plus seulement de tennis. À Roland-Garros, les dirigeants et les dirigeants de la FFT aussi regardent évidemment ce qui se passe dans les autres tournois. L'Australian Open, c'est un modèle différent. Ils ont choisi effectivement de mettre l'accent sur le côté festif, l'ambiance. Les joueurs apprécient, les spectateurs apprécient. Roland-Garros, c'est autre chose. C'est une autre tradition. C'est la terre battue. C'est l'image de Paris. On peut pas calquer le modèle de l'Australie à Roland-Garros. Roland-Garros, ce sera plus spectaculaire, plus moderne, plus confortable, plus près parfois des joueurs avec certains cours comme on a pu le voir. Mais dans votre enquête, vous abordez aussi un point important, on en a déjà un petit peu parlé, un point important pour le tennis, c'est l'argent. J'ai regardé les chiffres de 2017, le vainqueur du Grand Chelem parisien était celui qui gagnait le moins d'argent, très loin derrière l'US Open. Le nouveau Roland-Garros va permettre peut-être aussi de combler ce retard ? Ils sont pas si en retard que ça. Le vainqueur donc de Roland-Garros va empocher 2 300 000 euros. Le vainqueur homme, mais aussi le vainqueur femme. C'est la même somme pour les participants hommes et femmes.
ça reste une belle somme. En revanche, sur la dotation globale, donc tout le tournoi, on est à un peu plus de 42 millions d'euros. C'est plus 8%, presque 9% même par rapport à l'an dernier. Et on est sur une inflation croissante des prize money depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y a aussi une spécificité à Roland-Garros. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant et ils en sont assez fiers. C'est que donc cette dotation-là leur permet d'être au même niveau, par exemple, que Wimbledon. Si on retraite les effets de change, ils sont à peu près le deuxième tournoi le plus généreux en termes de prize money derrière l'US Open. Mais en revanche, c'est le tournoi dans lequel l'écart entre le vainqueur et celui qui perd au premier tour, celui ou celle qui perd au premier tour, cet écart-là est le moins important des 4 tournois du Grand Chelem. Pour information, le joueur ou la joueuse qui perdra au premier tour à Roland-Garros empochera tout de même 46 000 euros. Oui, donc c'est pas rien, c'est un tournoi plus égalitaire. Hein. Voilà. Et ils ont fait l'effort, encore une fois, cette année, d'augmenter plus cette somme-là, la somme due au perdant du premier tour, que la somme empochée par le vainqueur. Pour Roland-Garros, donc il y a les entrées, bien sûr. On espère que ce nouveau stade fera venir plus de monde. Puis il y a les droits télé, c'est important ? C'est très important. Les droits télé, c'est un peu plus d'un tiers des revenus du tournoi. Le chiffre d'affaires estimé pour cette édition 2019, c'est environ 250 millions d'euros. Et on s'attend à environ 90 millions d'euros de revenus issus des droits télé. C'est un tournoi, c'est un événement médiatique mondial. C'est diffusé dans 189 pays. En France, c'est France Télévisions et Eurosport qui ont les droits exclusifs de la compétition. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu ce nouveau Roland-Garros, il y aura bien sûr le toit, pratique, mieux pour la télévision, effectivement. À partir de l'an prochain, donc. Voilà. Et le cours Simone Mathieu semi-enterré dont on parlait avec Elsa, ça pour les télés aussi, j'imagine que c'est pas mal. Surtout, c'est ce qu'a promis notamment Guy Forget, le directeur du tournoi, c'est une enceinte, une sorte d'arène qui promet d'être un véritable chaudron, comme peut l'être et comme l'a pu l'être le cours numéro 1, pour ceux qui connaissent un peu, où c'est un cours un peu en forme d'arène circulaire et où il y a toujours beaucoup d'ambiance. En 2021, Roland-Garros aura totalement fait peau neuve. À cette date, la fédération espère attirer 600 000 spectateurs durant la quinzaine, contre un peu moins de 500 000 aujourd'hui. Reste une dernière question. Rafael Nadal en sera-t-il à 14 victoires à Roland-Garros ? Merci à Elsa Dichary et à Romain Guignot des Échos, et merci à Gilles Jourdan pour sa disponibilité. La story, le podcast de la rédaction des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec le double mixte Michel Varnet et Jean-Philippe Louis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.